Élisabeth Marchand avait 73 ans lorsqu'elle engagea Raphaël Dumont comme garde du corps. Et dès le départ, la situation parut étrange. Héritière d'une fortune immobilière de plus de 300 millions d'euros, Élisabeth avait toujours vécu sans avoir besoin de protection. Elle circulait librement dans Paris, dînait dans les restaurants et flânait dans le jardin du Luxembourg sans escorte. Mais voilà que, soudain, elle exigeait une sécurité 24 heures sur 24. Élisabeth était une femme d'une beauté intemporelle. Ses longs cheveux blancs, généralement lâchés en ondulations qui lui tombaient dans le dos, lui donnaient une allure presque éthérée. Un visage fin aux pommettes encore saillantes, des yeux bleus qui semblaient receler des décennies de secrets, des lèvres qui souriaient rarement, mais dont l'expression changeait radicalement lorsqu'elle le faisait. Son style vestimentaire était éclectique, tantôt robe Dior classique, tantôt jeans et pulls en cachemire, toujours parés de bijoux anciens ayant appartenu à sa grand-mère. Veuve depuis 40 ans, suite au décès d'un diplomate mort jeune dans un accident de voiture, Élisabeth a élevé seule sa fille, qui vit désormais à New York. Pendant des décennies, elle a géré un patrimoine immobilier hérité, transformant une fortune confortable en un véritable empire. Mais ces dernières années, elle s'était progressivement retirée des affaires, déléguant certaines responsabilités et passant plus de temps dans son appartement de l'île Saint-Louis ou dans sa propriété provençale. Raphaël Dumont avait 28 ans lorsqu'il répondit à l'annonce d'emploi extrêmement précise. Ancien militaire, bilingue français-anglais, disponible pour voyager, sans attache familiale proche. La description était étrangement détaillée, comme si elle avait été rédigée pour une personne en particulier. Le salaire proposé était incroyablement généreux, 10 000 € par mois, toutes charges comprises. C'était 3 fois plus que ce qu'il aurait gagné à un poste similaire. Raphaël était un jeune homme marqué par une vie difficile. Abandonné par ses parents biologiques à l'âge de 3 ans, il avait grandi dans des familles d'accueil. Son enfance fut ballottée de famille en famille, sans jamais le garder plus de 2 ans. À 18 ans, il s'engagea dans l'armée pour échapper à cette situation et y servit pendant 6 ans, dont 2 missions au Mali. À sa démobilisation, il travailla dans la sécurité privée, mais sans jamais trouver sa place. Il était en proie à une agitation intérieure, à la recherche constante de quelque chose d'indéfinissable. Il était beau, d'une beauté virile, cheveux bruns foncés coupés courts à la militaire, yeux ambrés toujours alertes, physique musclé, issu d'années d'entraînement, une petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche, souvenir d'un combat en mission. Il parlait peu, observait beaucoup et dégageait l'attention de quelqu'un qui s'attend à des ennuis. L'entretien se déroulait dans l'appartement d'Élisabeth, avec vue sur la Seine. Dès que Raphaël entra, elle l'observa intensément, le mettant mal à l'aise. Non pas le regard professionnel d'un employeur évaluant un candidat, mais quelque chose de plus personnel, presque intime. Elle posa des questions classiques sur son expérience militaire, sa formation en sécurité et sa disponibilité pour voyager. Mais elle posa aussi des questions étranges. Avait-il de la famille, des frères et sœurs? Connaissait-il ses parents biologiques? Où était-il né exactement? Raphaël répondit honnêtement « Non ». Il n'avait jamais connu ses parents biologiques, il avait été abandonné avec pour seul document un acte de naissance sommaire et avait grandi à Lyon dans plusieurs familles d'accueil. À ces mots, il vit une profonde douleur traverser le visage d'Élisabeth, aussitôt dissimulée. Elle lui proposa le poste sur le champ, sans vérifier ses références, sans période d'essai. Elle lui dit qu'il commencerait dès le lendemain. Les premières semaines se déroulèrent étrangement, sans incident. Raphaël accompagnait Élisabeth dans ses activités quotidiennes, promenades matinales, visites de galeries d'art, déjeuner avec des amis de temps à autre. Mais il n'y eut jamais de véritable menace. Personne ne se montra suspect. Pas de paparazzi, pas de personne cherchant à soutirer de l'argent, rien qui justifiât la présence de gardes du corps à temps plein. Plus étrange encore, Élisabeth semblait désirer sa compagnie autant que sa protection. Elle lui parlait sans cesse, s'intéressant à ses opinions, à ses expériences, à ses rêves. Elle insistait pour qu'il dîne avec elle plutôt que séparément. Lors de leur visite au musée,
Elle expliquait l'art d'une manière qui transformait les tableaux en récits vivants. Elle le traitait moins comme un employé que comme... Raphaël n'en était pas certain. Un ami? Quelque chose de plus? Raphaël savait qu'il devait garder ses distances professionnelles. Mais Élisabeth exerçait sur lui une attraction irrésistible. Son intelligence le stimulait et ses récits de vie le fascinaient. Parfois, son regard, chargé d'une émotion indéfinissable, lui faisait battre le cœur à tout rompre. 2 mois après leur arrivée, quelque chose changea. Ils étaient en Provence, dans la propriété d'été d'Élisabeth, une maison en pierre du XVIIIe siècle entourée de champs de lavande. C'était la fin d'après-midi. L'air était embaumé de parfums dorés. Élisabeth, assise sur la terrasse, un verre de vin à la main, contemplait le paysage. Raphaël se tenait non loin, officiellement de garde, mais surtout présent. Élisabeth prit soudain la parole sans le regarder. « T'es-tu déjà demandé pourquoi tes parents t'ont abandonné? Pensent-ils à toi? Le regrettent-ils » La question était si personnelle, si inattendue, que Raphaël en resta sans voix. Elle poursuivit. « As-tu déjà eu envie de les rechercher? De les confronter? De leur demander pourquoi tu n'étais pas assez bien pour qu'ils te gardent ?» Raphaël sentit une vieille colère remonter en lui. Il admit que oui, bien sûr qu'il s'était posé la question, qu'il avait passé toute son enfance à se sentir indésirable, insuffisant, qu'il avait essayé de les retrouver à 18 ans, mais qu'il n'y avait eu aucune trace de leur existence, hormis un simple acte de naissance, qu'il avait fini par abandonner car la douleur de l'inconnu était préférable à l'éventualité d'un rejet s'il les retrouvait et découvrait qu'ils lui étaient indifférents. Élisabeth finit par se tourner vers lui. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Et si je te disais que tes parents ne t'ont pas abandonné par indifférence? Et si je te disais que des circonstances impossibles existent? Et si je te disais que la personne qui t'a quitté a pensé à toi chaque jour pendant 28 ans ?» Le cœur de Raphaël s'arrêta. Il regarda Élisabeth. Vraiment, ses yeux ambrés, ses yeux bleus. Mais il y avait quelque chose dans la structure osseuse, la forme de leur nez, la forme de leur visage. Des similitudes qu'il n'avait pas remarquées parce qu'il ne les avait jamais cherchées. Il murmura « Qu'est-ce que tu racontes ?» Élisabeth posa son verre de vin d'une main tremblante. « Je dis la vérité que je porte en moi depuis 28 ans. Je dis qu'à 45 ans, j'ai eu une liaison brève mais intense avec un homme beaucoup plus jeune qui travaillait sur les propriétés que je gérais. Je dis que je suis tombée enceinte et quand sa famille l'a appris, ils l'ont forcée à choisir. Moi et le bébé, ou l'héritage et sa position. Il a choisi l'héritage. » Elle prit une profonde inspiration, les larmes coulant toujours. « Je dis que j'ai été lâche. J'avais 45 ans, j'étais célibataire et ma propre famille me pressait de ne pas provoquer de scandale. Alors j'ai accouché en secret dans une clinique privée à Lyon. Et puis j'ai confié cet enfant à l'adoption, en me disant qu'il aurait une vie meilleure au sein d'une famille jeune et stable. Je dis que cet enfant était un garçon né le 23 mars, il y a 28 ans. Un garçon que j'ai prénommé Raphaël, avant de le laisser partir. » Le monde se déroba sous les pieds de Raphaël. Il tituba et dut s'asseoir pour ne pas tomber. « Tu es en train de dire que tu es ma mère ?» Sa voix était rauque, presque méconnaissable. « Oh, tout ce temps, le travail, m'amener ici, tu le savais ?» Élisabeth hocha la tête, l'air misérable. « J'ai toujours su où tu étais. J'ai payé des détectives privés pour te surveiller depuis tes 3 ans. Je savais quand tu as été placé dans chaque nouvelle famille d'accueil, quand tu as été harcelé à l'école, quand tu t'es engagé dans l'armée, quand tu as été blessé en mission. J'étais là, dans l'ombre, veillant à ta sécurité, même si je ne pouvais pas être présente dans ta vie. Pourquoi ? Ce mot sonnait comme une accusation. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé tranquille? Parce que je suis en train de mourir. Cette confession m'a fait l'effet d'une bombe. Élisabeth a expliqué un cancer du poumon de stade 4, alors qu'elle n'avait jamais fumé de sa vie. 6 mois, peut-être 1 an si elle a de la chance, et je ne pouvais pas mourir sans le connaître, sans qu'il sache qu'il était aimé, que je pensais à lui chaque jour, que le quitter était le plus grand regret de ma vie.
Elle a poursuivi. Alors j'ai inventé un emploi, des gardes du corps dont je n'avais pas besoin pour des menaces inexistantes. Mais il me fallait une raison de te garder près de moi, de voir l'homme que tu étais devenu. Je savais que c'était égoïste, que j'aurais dû te le dire tout de suite, mais j'avais peur. Peur que tu me détestes. Peur que tu partes avant que je puisse m'expliquer. Raphaël n'arrivait pas à y croire. 28 ans de questions sans réponse, de sentiment de ne pas être aimé, de colère envers ceux qui l'avaient élevé puis abandonné. Et maintenant, elle apparaissait, affirmant l'avoir toujours aimé en secret. C'était trop vite. Il se leva, ayant besoin d'espace. J'ai besoin de temps. Je ne sais pas quoi ressentir. Je ne sais pas si je peux pardonner. Élisabeth acquiesça. Je comprends. Si vous souhaitez partir, je vous verserai 6 mois de salaire et vous serez libre de partir. Mais si vous pouviez rester, ne serait-ce que quelques semaines, me donnant ainsi l'occasion de vraiment apprendre à vous connaître, ce serait un cadeau inestimable. Raphaël passa 3 jours enfermé dans sa chambre, sur la propriété, à digérer la nouvelle. Colère, confusion et douleur se mêlaient à un sentiment plus complexe. Le soulagement. Le soulagement de connaître enfin la vérité. Le soulagement de savoir qu'il n'avait pas été abandonné par cruauté, mais par lâcheté. Non pas que la lâcheté fût préférable, mais elle était différente. Et il y avait une autre vérité qu'il refusait d'admettre. Ces 2 derniers mois, il avait développé des sentiments pour Élisabeth. Non pas comme une employeuse, mais comme une personne. Il admirait son intelligence, était fasciné par ses récits, appréciait sa compagnie. Découvrir qu'elle était sa mère aurait dû tout changer, anéantir toute attirance. Mais les sentiments ne disparurent pas aussitôt. Ils persistèrent, confus et déplacés. Quand Raphaël réapparut enfin, Élisabeth était dans les jardins, d'une fragilité qu'il ne lui avait jamais remarquée auparavant. Maintenant qu'il savait qu'elle était malade, il en voyait les signes, une pâleur sous son maquillage, une maigreur extrême, des mouvements plus lents que d'habitude. Combien de temps lui restait-il vraiment? Il s'est approché et a simplement dit « Je resterai. Je ne sais pas si je pourrais t'appeler maman. Je ne sais pas si je pourrais te pardonner complètement, mais je veux savoir la vérité. Je veux tout entendre, chaque détail que tu m'as caché, et ensuite je déciderai. » Élisabeth pleura de soulagement. Pendant les semaines qui suivirent, elle lui raconta tout. L'histoire de son père, Pierre, un jeune architecte qui avait rénové ses propriétés. Comment ils étaient tombés amoureux malgré leurs différences d'âge. Combien leur amour avait été intense, mais bref. Comment la famille de Pierre, très catholique et conservatrice, avait été horrifiée en apprenant sa grossesse. Comment il lui avait offert une grosse somme d'argent pour qu'elle avorte. Devant son refus, ils avaient forcé Pierre à choisir. Pierre a choisi la famille et l'argent. Élisabeth, anéantie et sous la pression de sa famille pour éviter le scandale, a pris une terrible décision. Elle a accouché de Raphaël dans une clinique privée, l'a serré dans ses bras pendant 3 jours, mémorisant chaque détail de son petit visage. Puis, elle a signé les papiers d'adoption, se persuadant que c'était pour son bien. Et elle a ensuite vécu 28 ans avec un sentiment de culpabilité qui la rongeait. Elle parlait d'engager des détectives pour le surveiller. De son cœur brisé à chaque changement de famille d'accueil, des dizaines de fois où elle a failli révéler la vérité, mais où elle a toujours renoncé. De ses dons anonymes aux associations d'anciens combattants lorsqu'il s'est engagé dans l'armée, comme si cela pouvait le protéger. De son voyage en Allemagne où, blessée en mission, elle s'est rendue à son hôpital et l'a observé de loin sans jamais s'approcher. Raphaël écoutait, partagé entre plusieurs sentiments. Une partie de lui était encore furieuse. Elle aurait pu se battre davantage, révéler la vérité il y a des années, faire tant d'autres choses. Mais une autre partie comprenait. Elle avait 45 ans et était différente, soumise à des pressions qu'il n'avait jamais connues. Et elle aussi avait souffert, d'une manière qu'il comprenait désormais clairement. Les semaines se muèrent en mois, et Raphaël et Élisabeth tissèrent une relation étrange, mais authentique. Elle lui racontait des histoires de sa famille, qu'elle ignorait,
Des grands-parents décédés avant sa naissance, des oncles qui ignoraient son existence, une histoire qui lui revenait de droit, mais qu'on lui avait refusée. Il lui parlait de ses années dans l'armée, des amis qu'il s'était faits et qu'il avait perdus, de son rêve de fonder une vraie famille. Mais il y avait une complication qu'aucun d'eux n'avait mentionnée. Les sentiments que Raphaël avait éprouvés avant de connaître la vérité n'avaient pas complètement disparu. Ils s'étaient transformés, certes, complexifiés, teintés par la connaissance de leur lien de parenté. Mais une attirance sous-jacente persistait, le plongeant dans une profonde culpabilité. Comment pouvait-il éprouver de tels sentiments pour sa propre mère? C'était malsain. Élisabeth, de son côté, était elle aussi en proie à un profond conflit intérieur. Elle aimait Raphaël comme le fils qu'elle avait mis au monde. Mais elle ne l'avait pas élevé, ne l'avait pas connu enfant. C'était un étranger, certes avec qui elle partageait le même sang, mais pas un fils, au sens traditionnel du terme. Et elle n'était pas aveugle, elle avait remarqué son regard avant même de connaître la vérité. Une part d'elle, une part égoïste et terrible, ressentait quelque chose en retour. Mais c'était impossible, impensable. La vérité éclata une nuit, 6 mois après les révélations. Ils étaient à Paris, dans leur appartement. Raphaël avait fait un terrible cauchemar, une mission militaire, et s'était réveillé, en hurlant. Élisabeth accourut dans sa chambre et le trouva en sueur, tremblant de tous ses membres. Instinctivement, elle se jeta sur le lit et le serra dans ses bras, comme elle avait tenu son bébé 28 ans auparavant. Mais Raphaël était un homme, plus un enfant. Et lorsqu'il se tourna vers elle, lorsque leurs regards se croisèrent dans l'obscurité, quelque chose se passa entre eux qui n'avait rien de filial. Raphaël murmura « Je n'y arrive pas. J'essaie, mais je ne peux m'empêcher de ressentir des choses que je ne devrais pas. » Et Élisabeth, les larmes aux yeux, murmura en retour « Moi aussi, et c'est ce qui fait de nous des monstres. » Ils se séparèrent ce soir-là, tous deux horrifiés par les aveux. Les jours suivants, ils s'évitèrent soigneusement. Mais ils ne pouvaient pas s'éviter indéfiniment. Finalement, Élisabeth appela Raphaël pour une conversation franche. Elle lui dit qu'ils avaient besoin d'aide professionnelle, que ce qu'ils ressentaient était le fruit d'une dynamique étrange. Ils s'étaient rencontrés adultes avant de savoir qu'ils étaient apparentés. Ils ont entamé une thérapie avec un psychologue spécialisé dans les dynamiques familiales complexes. Le docteur Beaumont leur a expliqué que ce qu'ils vivaient n'était pas aussi rare qu'ils le pensaient chez les membres d'une même famille séparée qui se rencontrent à l'âge adulte. Il s'agissait d'une attirance sexuelle génétique, un phénomène avéré. Cela ne justifiait pas pour autant de passer à l'acte, mais cela ne faisait pas d'eux des monstres pour autant. C'était la conséquence d'une association apparue tardivement dans leur vie entre intimité et lien de parenté établis par leur cerveau. Le travail thérapeutique fut long et douloureux. Raphaël devait non seulement faire face à la découverte de sa mère biologique, mais aussi à des sentiments inappropriés qu'il s'efforçait d'éliminer. Élisabeth, quant à elle, devait affronter une double culpabilité, celle d'avoir abandonné son fils et celle d'éprouver désormais des sentiments inappropriés à son égard. Mais lentement, très lentement, ils commencèrent à transformer leur relation en quelque chose de plus sain. Raphaël commença à l'appeler Élisabeth, sans utiliser de titre. Il ne pouvait pas dire « mère », mais il n'était plus « Madame Marchand » non plus. Elle était devenue simplement Élisabeth, celle qui l'avait élevée biologiquement, mais pas émotionnellement. Ils formaient une famille étrange, unie par le sang mais séparée par des décennies. La santé d'Élisabeth s'est dégradée tout au long de l'année. Le cancer s'était propagé à son foie et à ses os. Elle a refusé une chimiothérapie intensive, souhaitant passer ses derniers mois en pleine conscience sans être nauséeuse à cause des traitements. Raphaël est devenu son principal aidant, non pas comme un garde du corps, mais comme un fils, enfin présent et aimant. Il a appris à lui administrer ses médicaments, à l'aider lorsqu'elle était trop faible pour marcher, à rester auprès d'elle les nuits où la douleur était insupportable. Peu à peu, les sentiments inappropriés firent place à un amour plus pur, l'amour d'un fils pour la mère qu'il connaissait enfin, un amour mêlé de colère résiduelle, mais aussi d'un pardon grandissant.
Élisabeth profita du temps qui lui restait pour lui raconter tout ce qu'elle savait sur sa famille. Elle lui montra de vieilles photos, partagea des anecdotes et lui offrit un lien avec un passé qu'il n'avait jamais connu. Elle modifia également son testament, lui léguant tout: son appartement parisien, sa propriété en Provence, ses placements immobiliers, absolument tout. Raphaël protesta, disant qu'il ne voulait pas d'argent d'elle. Élisabeth resta inflexible. Il était son fils, c'était son héritage légitime. Durant les dernières semaines, alors qu'Élisabeth recevait des soins palliatifs à domicile, sa fille adoptive, Margot, arriva de New York. Âgée de 43 ans, elle connaissait l'existence de Raphaël depuis des années. Élisabeth le lui avait révélé lorsqu'elle avait 20 ans. Margot s'était d'abord montrée hostile, voyant en son frère inconnu une menace pour l'héritage. Mais, en voyant combien Raphaël prenait soin de leur mère et en constatant l'amour sincère qui animait Raphaël malgré leur relation complexe, elle s'adoucit. Ces dernières heures, Élisabeth a retrouvé ses 2 enfants. À Margot, elle a dit: « Merci d'avoir partagé ta mère avec un frère que tu n'as jamais connu. Tu as toujours été d'une générosité sans borne. » À Raphaël, elle a dit: « Merci de m'avoir permis de te connaître. Merci d'avoir pardonné l'impardonnable. Tu es un meilleur fils que je n'aurais pu l'être. » Puis elle ajouta une dernière chose. La vérité derrière tout cela n'était ni la culpabilité, ni un désir de réconciliation avant de mourir. C'était l'amour. Ça a toujours été l'amour. Je t'ai aimé dès l'instant où je t'ai tenu dans mes bras, il y a 28 ans. Et te laisser partir, c'était essayer de te donner ce que je croyais être le mieux. Je me suis trompé, mais c'était par amour, pas par cruauté. Souviens-toi de ça. Élisabeth mourut paisiblement cette nuit-là, la main de Raphaël dans la sienne, celle de Margot dans l'autre. Il avait 74 ans, Raphaël 29. Ils ne s'étaient connus que depuis 18 mois, mais ces mois les avaient transformés tous les deux. Aux funérailles, Raphaël se tenait aux côtés de Margot, reconnue comme son frère. Les amis d'Élisabeth murmuraient, surprises, à propos d'un fils caché apparu durant la dernière année de sa vie. Mais Margot fit taire les commérages, expliquant publiquement qu'Élisabeth avait eu un fils dans sa jeunesse, qu'elle avait dû confier à l'adoption en raison de circonstances impossibles, et qu'elle avait vécu toute sa vie avec des regrets. Le retrouver avant de mourir était le dernier cadeau qu'elle s'était offert. Raphaël hérita d'une fortune qu'il n'avait jamais espérée ni désirée. Plus important encore, il hérita d'une histoire, la connaissance de ses origines, de ses grands-parents, de la raison de ses yeux ambrés et de sa morphologie particulière. Il avait désormais une famille, même si elle arrivait trop tard. Il possédait une propriété en Provence, là où la vérité avait éclaté. Il s'y rendait fréquemment, s'asseyant sur la même terrasse où Élisabeth avait fait ses aveux. Parfois, Margot le rejoignait, et ils avaient tissé des liens quasi fraternels qui auraient dû se nouer des décennies plus tôt. Des années plus tard, à 35 ans, Raphaël rencontra une femme et tomba véritablement amoureux. Non pas de l'attirance compliquée et confuse qu'il avait éprouvée pour Élisabeth, mais d'un amour sain et pur. Lorsqu'il eut son propre fils, il lui donna Élisabeth comme 2e prénom, en hommage à la femme qui l'avait élevée, puis la laissa partir, sans jamais vraiment l'oublier. La vérité sur leur relation résidait dans la complexité de certains liens, trop difficiles à catégoriser. Élisabeth avait été sa mère, et pourtant, non. Elle l'avait abandonnée, tout en l'aimant en secret pendant 28 ans. Elle l'avait accueilli dans sa vie par le mensonge, mais lui avait aussi révélé la vérité absolue. Ils avaient lutté contre des sentiments inappropriés, mais avaient fini par les surmonter pour atteindre une relation plus pure. Et ce faux emploi de garde du corps, cette mascarade élaborée qui avait tout déclenché, s'avéra être le stratagème désespéré d'une mère pour se créer une raison d'être près du fils qu'elle croyait avoir perdu à jamais. Il n'y avait aucune menace réelle contre laquelle se protéger. La seule menace était le temps, toujours le temps, qui filait plus vite qu'il ne le souhaitait. Mais elle y parvint. 18 mois à apprendre à connaître l'homme qu'était devenu son bébé. Et Raphaël obtint bien plus encore. Les réponses qu'il avait cherchées toute sa vie, et la certitude d'être aimé, toujours, même lorsqu'il se sentait complètement